Bonsoir. Le pape Paul VI sur son lit de mort dans une salle au volet clos du palais de Castel Gandolfo. Depuis ce matin, les fidèles défilent devant la dépouille mortelle du Saint-Père décédé d'une crise cardiaque hier soir dans sa résidence d'été. Paul VI était âgé de 80 ans. Jusqu'à sa mort, il aura été un pape différent des autres, un pape plus solitaire, bouleversé par la souffrance du monde. Il est mort seul et très rapidement. On savait dans son entourage que le pape était malade, mais il est mort en quelques heures, de façon soudaine et discrète, alors que la longue agonie de ses deux prédécesseurs avait été suivie par le monde entier. Paul VI parlait souvent de sa mort. Le 15 août dernier, il avait confié à des pèlerins qu'il ne serait plus là, un an plus tard. Mais Paul VI parlait beaucoup plus souvent de la souffrance des autres, de la misère du tiers-monde, des millions d'hommes qui ont faim. Depuis hier soir, la foule s'est rassemblée en silence devant le palais pontifical de Castel Gandolfo pour rendre un dernier hommage au pape. Une foule anonyme, de gens simples, des enfants souvent, venus voir une dernière fois le pape Paul. Non, ce n'est pas le peuple de Rome qui est venu place Saint-Pierre. Les Romains ont quitté Rome en masse en cette période de vacances. Il y a des centaines et des centaines de personnes, mais surtout des étrangers, des touristes, chrétiens ou non chrétiens poussés par le désir de rendre hommage à Paul VI, ou tout simplement par curiosité, ou encore pour vivre l'émotion de participer à un événement considérable. À un autre moment de l'année, oui, beaucoup de Romains seraient sans doute venus rendre hommage à leur pape. Est-ce que selon vous, disons si on fait une comparaison avec Jean XXIII, est-ce que selon vous Paul VI était populaire? Faire une comparaison avec Jean XXIII, c'est évidemment difficile. Et le tempérament de Paul VI était tellement différent. Mais contrairement à ce que pourrait donner croire son tempérament, eh bien je crois, je donnerai comme témoignage simplement ces foules qui venaient chaque semaine à l'audience générale du mercredi, ces foules qui, à chaque fête, étaient sur la place Saint-Pierre. Quand on a assisté ou à une audience ou à une de ces grandes fêtes romaines et quand on a vu Paul VI au milieu de la foule, on voyait qu'il était, comme vous disiez, populaire. C'est-à-dire que vraiment, tout le peuple chrétien et le petit peuple, celui de la Nessat par exemple, était très attaché à la personne même de Paul VI. Les drapeaux jaunes et blancs de l'État du Vatican sont en berne. Le deuil doit durer 9 jours. Les drapeaux de l'État italien aussi sont en berne sur les édifices publics. Tous les journaux insistent aujourd'hui sur l'intérêt passionné que portait Paul VI aux problèmes italiens. Le divorce, l'avortement, l'entrée éventuelle des communistes dans le gouvernement, ou l'effort désespéré de Paul VI pour sauver la vie d'Aldo Moro. Le pape Jean était toute bonté et toute ouverture. Et c'était grand parce que c'était comme une révolution complète, une volte-face. Paul VI avait la responsabilité de mettre en ordre et de commencer un nouveau monde, bâti sur l'amour, bâti sur la compréhension et sur le progrès, mais en même temps bâti sur une certaine responsabilité qu'on ne peut pas ouvrir tout et perdre tout. Comme ce prêtre libanais de passage à Rome, des millions de catholiques évoquent encore Jean XXIII. Quelle image garderont-ils de Paul VI? Qu'est-ce qui a été le plus important? La figure, la personnalité de Paul VI ou les changements, les réformes qu'il a apportés à l'Église catholique? C'est le cardinal français Jean Villot qui assure depuis hier soir l'intérim pontifical, c'est-à-dire le gouvernement provisoire de l'Église, en attendant que le successeur de Paul VI soit désigné par le Sacré Collège. Monseigneur Villot, assisté du Collège des cardinaux, annoncera demain, mardi, le transport de la dépouille mortelle de Paul VI de Castel Gandolfo à Rome. Et il fixera la date des cérémonies pour les funérailles qui doivent durer 9 jours. Ce sera sans doute le samedi 12 août. Depuis 21h40 hier soir et pour la première fois depuis des siècles, c'est un Français, le cardinal Villot, qui gouverne l'Église jusqu'à l'élection du successeur du pape Paul VI, dont la dépouille mortelle repose dans la salle des gardes de la résidence de Castel Gandolfo.
La fonction de camerlingue, qui est celle du cardinal Villot, consiste à assurer l'intérim du pontife défunt pour expédier les affaires courantes, mais surtout pour préparer le conclave. Le cardinal Villot ne sera pas seul pour cette tâche. Il sera aidé par le cardinal Confalonieri, le doyen du Sacré Collège. Avec lui, il convoquera jusqu'à l'élection les congrégations dites générales, c'est-à-dire les assemblées de cardinaux qui permettront à la vie de l'Église de continuer. La première décision du cardinal Villot aura été de fixer la date des funérailles de Paul VI à samedi prochain dans la basilique Vaticane. Il y sera inhumé très probablement aux côtés de Jean XXIII. Après, ce seront les novendiales, c'est-à-dire les 9 jours officiels de deuil de l'Église, au cours desquels une messe sera dite tous les matins. Comme ces novendiales ne peuvent être célébrées les jours de fête et les dimanches, il semble bien que le conclave ne puisse commencer avant le 22 de ce mois. Mais pour le moment, au Vatican, c'est le deuil qui prime. Discret, sobre, mais très profond. Dans le monde entier, les cardinaux se préparent à partir pour le centre de la chrétienté. La plus grande partie d'entre eux sera là samedi pour saluer une dernière fois celui qui s'appelait Paul VI et qui a quitté ce monde très précisément le jour où l'Église fêtait la transfiguration du Christ. Voici l'homme qui dirige depuis hier soir les affaires de l'Église et va les conduire jusqu'à l'élection du nouveau pape, le cardinal français Jean Villot. Dans le gouvernement de l'Église, il est un peu une exception. Sa nomination au poste de camerlingue en 1970 a brisé la suprématie italienne qui régnait jusque-là sur cette fonction. C'était en effet la première fois qu'un non-italien se voyait confier la charge d'administrer l'Église en cas de décès du pape ou de vacances du Saint-Siège. Mais Paul VI avait voulu témoigner ainsi sa confiance au cardinal Villot. La fonction qu'il assume aujourd'hui, à 73 ans, est l'aboutissement de toute une vie au service de l'Église, depuis le séminaire des Carmes à Paris, l'archevêché de Lyon, jusqu'à sa nomination de cardinal en 1965 et celle de secrétaire d'État du Vatican 3 années plus tard. Cet homme réservé, qui vient de vivre 9 années aux côtés du pape Paul VI, en porte aussi l'héritage. Or c'est lui, en tant qu'administrateur de l'Église, qui organise actuellement l'élection du prochain pape. Le cardinal Villot apparaît ainsi comme le personnage clé de la future politique du Vatican. La mort du pape Paul VI a provoqué bien évidemment en France et dans le monde entier une très vive émotion. Comme à Castel Gandolfo la nuit dernière, le glas a sonné ce matin à Notre-Dame de Paris. Et sur tout le territoire français, les drapeaux sur les édifices publics ont été mis en berne pour 24 heures. Le président de la République française, M. Giscard d'Estaing, qui assistera mercredi prochain à une messe célébrée à la mémoire du pape Paul VI à Notre-Dame de Paris, messe célébrée par le cardinal François Marty. Le président de la République a envoyé un message aujourd'hui au cardinal Villot, camerlingue de l'Église romaine, pour lui dire la profonde tristesse du peuple français. La France, dit le chef de l'État, a suivi avec respect et affection le long effort de sa sainteté le pape Paul VI pour maintenir et transmettre le message évangélique dans sa pureté authentique, en poursuivant l'adaptation de l'Église aux réalités souvent difficiles et parfois éprouvantes d'un monde qui se cherche. Il n'a cessé de donner l'exemple du courage et d'un entier dévouement à la cause de l'entente pacifique entre tous les hommes, a écrit M. Giscard d'Estaing. Je propose d'écouter maintenant les principales réactions à la mort du pape Paul VI. Dans un télégramme au cardinal Villot, Raymond Barre évoque le message de paix et de charité inlassablement porté au monde par Paul VI. Son souvenir, ajoute le Premier ministre, aidera les hommes à bâtir un monde meilleur. Jacques Chirac, qui avait été reçu il y a à peine 3 semaines par Paul VI, a exprimé sa grande émotion et son profond bouleversement dans des télégrammes adressés au cardinal Villot et à l'archevêque de Paris, Monseigneur Marty. À Lourdes, 30 000 pèlerins récitaient un chapelet à l'intention de Paul VI hier soir dans la grotte des Apparitions. Lorsqu'ils ont appris sa mort, tous ont alors entonné le credo en procession. Ce matin, le cardinal Bertoli, ancien nonce apostolique en France, a célébré dans la grotte une messe pour le souverain pontife. Réaction de l'homme d'abord. Je pense qu'en effet que pas simplement un chrétien, mais tout homme de bonne volonté qui a suivi l'action du pape Paul VI tout au long de 15 ans de pontificat doit se sentir bouleversé par cette mort brutale. À Varsovie, tous les journaux, y compris l'organe du parti, titrent sur la mort du pape en rappelant que Paul VI avait présidé à la réconciliation entre l'État et l'Église en Pologne. Pour les Israélites, le grand rabbin ashkénaze Shlomo a déclaré « Paul VI fut un grand pape qui s'était fixé pour mission d'abattre les barrières séparant juifs et chrétiens ».
En Égypte, le président Sadat a rendu hommage au pape en soulignant son intérêt pour la paix au Moyen-Orient. L'Égypte, qui compte une forte minorité chrétienne, a décrété un deuil officiel qui durera une semaine. La reine Elisabeth a ordonné la mise en berne des drapeaux aujourd'hui. L'archevêque de Canterbury, pour sa part, souligne le dévouement total de Paul VI au service de sa vérité. À Moscou, où l'agence TASS a annoncé la nouvelle 15 heures après la mort de Paul VI, les Izvestias soulignent ce soir les aspects positifs de l'action du pape. Jimmy Carter à Washington, la vie et l'œuvre de Paul VI m'ont personnellement apporté une grande inspiration morale. À travers tous les États-Unis, des messes ont été célébrées par les catholiques américains. Et puis la Fédération protestante de France s'associe également à la peine de l'Église catholique. Dans un communiqué ce soir, elle dit se souvenir que Paul VI a été, après Jean XXIII, le pape du Concile de l'Ouverture. En fait, depuis le 21 juin 63, le jour où Giovanni Battista Montini est devenu pape sous le nom de Paul VI, 4 grandes idées ont dominé son œuvre. La rénovation de l'Église, la poursuite de l'écuménisme, la défense de la paix et celle de la justice sociale et internationale. Pour beaucoup de catholiques, pourtant, le pontificat de Paul VI restera celui de la révolution de la messe. Le prêtre qui ne tourne plus le dos mais fait face aux fidèles pour célébrer l'office, le texte lu dans la langue du pays et l'hostie prise à la main. Des changements qui n'ont pas été acceptés par tout le monde, comme l'a montré la contestation de Monseigneur Lefebvre et des traditionalistes, mais des changements qui ont bouleversé certaines habitudes de l'Église. Paul VI les voulait, ces changements. Il en avait fait l'une des constantes de son action. Avant de revoir en détail avec Jean-Claude Darigo maintenant les grands moments de la vie de Paul VI, voici d'abord le témoignage d'un de ceux qui était sans doute le plus proche du souverain pontife, le cardinal Benelli, archevêque de Florence. On a dit souvent de lui qu'il pourrait être l'un des successeurs de Paul VI. Une dimension de sa personnalité qui n'est pas connue, c'est son humanité et sa délicatesse d'esprit, une immense délicatesse d'esprit, qui l'amène quelquefois, je ne sais pas, à attendre avant de prendre une décision, et puis quand il a pris une décision concernant une institution, concernant une personne, une certaine orientation, de mettre beaucoup de temps pour pouvoir la mettre en place, réaliser. Et tout cela, c'est certain, en somme, ce temps qu'il prend pour pouvoir mettre en place, mettre en œuvre une certaine décision, est vraiment inspiré, dicté par son grand, immense respect pour l'autre. 21 juin 1963, la foule attend massée dans le vaste ovale de la place Saint-Pierre. Tous les yeux sont rivés sur une petite cheminée du palais pontifical d'où ne s'échappe depuis quelques jours qu'une fumée noire. Jean XXIII, le bon pape Jean, est mort et le conclave est réuni pour élire son successeur. Quand il sera désigné, la fumée sera blanche. Des noms, bien sûr, circulent ça et là, mais un cardinal semble avoir la faveur des journaux bien informés, Jean-Baptiste Montini, l'archevêque de Milan. La fumée apparaît, elle est blanche. La formule latine solennelle tombe dans un silence total, impressionnant. Annuncio vos gaudium magnum, je vous annonce une grande joie, nous avons un pape, Jean-Baptiste Montini. Les cloches sonnent maintenant à toute volée pour le nouveau pape, pour Montini qui s'est donné le nom de Paul VI. Il fait son apparition, silhouette frêle au sein de la masse de pierre. Sa main fait un geste de bénédiction et c'est l'immense ovation. Mais déjà, la loggia s'est refermée sur un homme devenu le curé du monde. Jean-Baptiste Montini était né à Concesio, près de Brescia, dans une famille aisée du pays. Son père était avocat et journaliste. À 19 ans, le jeune Montini entre au séminaire. À 23 ans, il est ordonné prêtre. Il se rend à Rome et fréquente l'Académie des Nobles pour y recevoir des cours de diplomatie. Peu après, il entre à la secrétairerie d'État, le ministère des Affaires étrangères du Vatican. Le 2 mars 1939, alors que les bruits de guerre résonnent à travers l'Europe, Monsignor Montini est nommé substitut du secrétaire d'État, c'est-à-dire bras droit de Pie XII, qui vient d'être élu pape. On l'apprécie pour sa précision et la qualité de ses analyses. Alors que rien ne le laissait prévoir, Pie XII lui retire sa charge et le nomme archevêque de Milan.
L'histoire dira si cette page décisive de la vie de Jean-Baptiste Montigny fut tournée pour certaines raisons politiques. On a parlé de différends avec Pie XII. Le nouvel archevêque de Milan va prendre son travail à bras-le-corps. On va le voir sillonner son diocèse, rencontrant riches et pauvres, écoutant inlassablement tous et chacun. Sa façon d'agir est parfois difficile à saisir. Le futur Paul VI est un être tourmenté. Cardinal Jean-Baptiste Montigny l'est devenu dès les premiers mois du pontificat de Jean XXIII. Il vit intensément la transformation de l'Église et le tourbillon du Concile. Le 3 juin 1963, le pape Jean meurt et le destin de Jean-Baptiste Montigny va se jouer. Le 21 juin, il est élu pape. La deuxième session de Vatican II s'ouvre 3 mois après, en septembre 1963. Au milieu du discours, une nouvelle surprenante. Le pape exprime son intention de se rendre en pèlerinage sur les terres de Palestine. Il prie dans les sanctuaires de la foi chrétienne, en Jordanie et en Israël, et rencontre le patriarche Athénagoras, le chef de l'orthodoxie. Ils s'embrassent, effaçant par ce geste des siècles et des siècles de séparation. À son retour à Rome, Paul VI publie sa première encyclique et ouvre la 3e session du Concile. Fin novembre, le pape reprend son bâton de pèlerin et repart sur les routes du monde. Ce fut d'abord un voyage en Inde à l'occasion du congrès eucharistique de Bombay. En octobre 1965, répondant à l'invitation de M. Tante, Paul VI entreprend un voyage éclair à New York. Devant l'Assemblée des Nations Unies, il encourage tous les hommes de bonne volonté à lutter pour la concorde, l'entraide entre les peuples, le désarmement et le respect de la vie. La 4e et dernière session de Vatican II s'ouvre le 14 septembre 1964. Elle s'achève le 6 décembre. Ainsi était mis un point final à un concile, le 21e de l'Église catholique. La période des excommunications était close. Une ère nouvelle commençait. Une ère nouvelle, sans doute, et plus que cela. Le grand bouleversement de l'Église. La curie romaine, les grands ministères du Vatican acceptent mal les réformes et semblent vouloir les freiner par tous les moyens. Un vent d'intégrisme souffle un peu partout. Où va-t-on? Paul VI temporise, écoute, met en garde, appelle à l'unité. La porte est ouverte, la tempête s'engouffre et commence la contestation de l'autorité, le départ des prêtres, les grandes questions ouvertes, célibat, pauvreté de l'Église, etc. 1966, une année terrible pour le pape. Paul VI repart peu après pour le Portugal en pèlerinage à Fatima, puis un peu plus tard en Turquie. C'est le voyage à Istanbul et à Éphèse. Nouvelle rencontre avec Athénagoras, le patriarche orthodoxe, et retour au Vatican. 1967, une année fertile en événements pour l'Église catholique romaine, celle du synode et de l'encyclique pour le progrès des peuples. Le monde est malade, affirme Paul VI, malade de la faim et de la guerre, malade de son égoïsme et de son indifférence. Il faut changer les relations entre hommes et entre nations, il faut aider le tiers-monde et retrouver le sens évangélique du don et de l'amour. Le retentissement de cet appel est considérable. Depuis toujours, les chefs d'État et de gouvernement avaient trouvé normal de faire au pape des visites de courtoisie. Désormais, on considère comme nécessaire de rencontrer le chef de l'Église catholique pour partager son souci de paix et de concorde. Le synode des évêques, reprenant Vatican II, passe aux réformes pratiques. Les séminaires, la liturgie et le droit de l'Église. Puis une nouvelle bombe éclate, l'encyclique Humanae Vitae sur le contrôle des naissances. Elle divise l'opinion catholique et accentue les luttes qui se sont faites jour dans un bloc qui n'est plus monolithique. Il y a des valeurs qui sont comme la pierre de touche d'une civilisation. Si l'on y porte atteinte, c'est l'homme lui-même qui est menacé. Ainsi, attenter à la vie humaine, sous quelque prétexte que ce soit et sous quelque forme qu'on l'envisage,
c'est méconnaître l'une de ces valeurs essentielles à notre civilisation. Au plus profond de nos consciences, chacun de nous peut l'éprouver, s'affirme comme un principe incontestable et sacré, le respect à toute vie humaine, de celle qui s'éveille, de celle qui ne demande qu'à s'épanouir, de celle qui s'achemine vers son dénouement, de celle surtout qui est faible, démunie, sans défense, à la merci des autres. Les partisans de la contraception traitent le pape de rétrograde. Les adversaires du contrôle des naissances l'accusent de manque de fermeté. Beaucoup de chrétiens désertent les églises. L'hémorragie continue. En fait, Humanité Vitae révélait une crise d'autorité déjà bien commencée. L'Église ne pouvait plus, selon certains, être dirigée par un homme seul, fût-il inspiré de Dieu. Elle appelait une direction collégiale. Humanité Vitae avait étalé au grand jour la crise des vocations et la nécessité pour l'Église de s'adapter au monde moderne dans un dialogue permanent avec tous les hommes. En cette année 1968, l'Église catholique est bel et bien en situation de crise ouverte. Paul VI tient le gouvernail d'un navire ballotté par les vents, mais il tient ce gouvernail d'une main ferme. Il n'en poursuit pas moins sa mission de pèlerin. Du 22 au 24 août 1969, il se rend à Bogota, en Colombie, et plus tard en Ouganda. Là encore, il exhorte à la solidarité entre les peuples et affirme le droit de chacun au travail et à la justice. 1969, une année chaude sur le plan des événements. Des conflits avaient éclaté dans le sein même de l'Église et entre certains de ses prêtres et les gouvernements en place. Des crises avaient également ébranlé les fondements de la doctrine même. Crise concernant le problème des mariages entre catholiques et non-catholiques. Crise enfin concernant la position des laïcs par rapport à l'Église. Mais d'autres épreuves attendaient Paul VI quand il entreprit entre le 26 novembre et le 4 décembre 1970 le plus long et le plus lointain de ses voyages qui allait le mener en Asie et en Océanie. Des étapes à Téhéran, à Dhaka et une halte aux Philippines, bastion catholique dans l'immense Asie. Paul VI poursuit son périple et s'arrête en Australie où la protection du pape est renforcée. Il retourne à Rome ayant communié aux souffrances et à la misère de milliards d'hommes pour lesquels, il en est maintenant sûr, on ne saurait se contenter de dire de bonnes paroles. Dans un même sens, la diplomatie vaticane, renonçant aux exclusions et aux excommunications, s'ouvre résolument aux rencontres de toutes sortes. Des contacts sont établis avec des pays communistes de l'Est notamment. Là aussi, une aube nouvelle s'est levée sur l'Église et sur le monde. Paul VI, pape. Un pontificat difficile car commencé et vécu dans des conditions difficiles. Conflits extérieurs, crises intérieures et crises de conscience au sein même de l'Église catholique. Pour juger, ce qui importe, c'est de placer Paul VI dans son contexte, celui de notre siècle, dans sa seconde moitié. Il y eut Pie XII, considéré par beaucoup comme le dernier pape autocrate du Moyen-Âge. Le temps dira si ce fut vrai. Il y eut Jean XXIII et le Concile, ce printemps tardif et imprévu. Après sa mort, le bon pape Jean laissait à son successeur un lourd fardeau. Paul VI, selon certains, dont la comparaison frise les révérences, ce fut Nixon après Kennedy. Les choses sont sans doute plus complexes. D'un côté, Jean XXIII pressentait que Jean-Baptiste Montigny serait son successeur, mais il avait aussi été le bras droit de Pie XII. C'est sous cette double influence qu'il faut placer toute interrogation. Paul VI a eu à affronter de terribles situations, de fortes secousses à l'intérieur de l'Église. Il devait louvoyer ce qu'il a fait. Il fallait un homme qui sût sentir les tourments quotidiens du monde. Paul VI a eu une claire conscience de ces tourments. Il fallait un homme qui ne se borna pas à son rôle de chef d'une hiérarchie ou de guide de millions de fidèles. Il a été un pape social, il a été un pape pèlerin, c'est-à-dire qu'il a ouvert les frontières et pris conscience des problèmes locaux. Il fallait un homme qui sût réaliser la voie vers l'unité des chrétiens. Il a été le pape de l'œcuménisme. Dans le moindre de ses gestes, dans la plus fondamentale de ses décisions, comme dans le choix de chacun de ses itinéraires, Paul VI, pèlerin de la paix et de l'amour, a soulevé souvent violence et colère.
tel fut peut-être son destin, être le pape de la contestation et de la critique. En cela, il fut bien un pape de notre temps. La chrétienté en deuil attend maintenant un nouveau pape. L'Église catholique et ses 700 millions de fidèles répartis aux quatre coins du monde attendent un nouveau chef, le 262e successeur de Saint-Pierre, premier évêque de Rome. Les 116 cardinaux qui vont se réunir d'ici 20 jours en conclave sont tous théoriquement papabili, c'est-à-dire susceptibles d'être élus papes. Et on parle déjà de plusieurs d'entre eux pour la succession de Paul VI. Je vous citais il y a quelques minutes le cardinal Benelli, l'archevêque de Florence. Il a pour handicap sa jeunesse, 57 ans. Il y a aussi le patriarche de Venise, le cardinal Luciani. Et l'ancien nonce à Paris, le cardinal Bertoli, dont le nom circule le plus dans tout le Sacré Collège. Ce qu'il faut savoir, c'est que le choix du prochain pape sera fait selon des règles différentes de celles qui existaient avant. Philippe Arroir a demandé à Monseigneur Poupart comment allait se dérouler cette élection. Bien, je crois qu'elle sera à la fois différente et semblable. Elle sera semblable, pour commencer par l'analogie, puisque ce seront des cardinaux appartenant au Sacré Collège des cardinaux qui vont élire le pape à la majorité des 2/3 plus une voix. Et elle sera différente pour plusieurs raisons. La première raison d'entre elles, c'est que pour la première fois depuis que le pape est élu par des cardinaux, tous les cardinaux ne seront pas électeurs. Concrètement, tous ceux qui ont plus de 80 ans n'entreront pas au conclave. Ceci est donc la première différence. La seconde différence, à mon sens très importante, c'est que le collège électoral est plus nombreux. La troisième, c'est qu'il est plus diversifié. La quatrième, c'est que les électeurs se connaîtront beaucoup mieux que la dernière fois, car il y a eu le concile, le synode des évêques, et les électeurs auront beaucoup appris à se connaître. Et donc ce ne sera plus comme autrefois peut-être certains grands électeurs qui auront une influence prédominante, mais à mon sens, les hommes se connaissant, s'appréciant, cela aura certainement sera certainement peut-être une difficulté, mais je pense quant à moi une très grande richesse. Ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus difficile de prévoir qui peut être le prochain pape. Ça, je suis tout à fait de votre avis, d'autant que nous autres Européens connaissons assez mal, en définitive, les cardinaux du tiers-monde qui sont majoritaires et qui, contrairement à une image naïve, ont sans aucun doute, comme des pasteurs qu'ils sont, affrontés à des conditions de travail, d'apostolat, d'église très différentes, ont des réactions très différentes. Et ce n'est pas parce qu'ils sont latino-américains, asiatiques ou africains, ou prenons même l'Europe, cardinaux de l'Est comme de la Pologne, bon, ce n'est pas parce qu'ils sont européens qu'ils partagent nécessairement les points de vue des autres. L'importance du tiers-monde pour l'élection du successeur du pape Paul VI, Monseigneur Don Helder Camara, archevêque de Recife, c'est relativement nouveau, ceci. Oui, mais pour nous, je n'ai pas une commission des évêques du tiers-monde, mais tant qu'évêque du tiers-monde, je vous dis que pour nous l'essentiel, ce n'est pas qu'un évêque, un cardinal du tiers-monde arrive à être élu pape. L'essentiel pour nous, ce n'est pas le problème d'être de tel pays d'un autre, de tel continent d'un autre, mais l'essentiel, c'est que le pape soit vraiment faisant face aux grands problèmes du monde. Et heureusement, les papes, surtout Jean XXIII, Paul VI, ont préparé les chemins pour les nouveaux papes. Oui, mais alors, Don Helder, vous n'aimez pas qu'on vous appelle Excellence, je crois. On vous appelle Don Helder, c'est bien ça? Aujourd'hui, les évêques n'aiment plus les titres. Hein? Bien. Alors, la question suivante est inéluctable. Pensez-vous qu'en 1978, on puisse avoir un pape de couleur, un pape noir? Vous savez, cette histoire de couleur, ça a tellement déjà tombé. D'être de couleur blanche, de couleur noire, ça ne dit rien. L'important, c'est ce qu'on a au-dedans. Et l'Église, finalement, doit aussi donner l'exemple de
de ne pas devenir raciste. Hein? Ni raciste noir, ni raciste blanc. Le Concile Vatican II a été la mise à jour de l'Église. Pourtant, il semble bien que ni Jean XXIII, ni Paul VI n'aient réussi à tout finir, à tout réaliser. Alors, selon vous, quelles sont les choses que Paul VI aurait voulu réaliser et qu'il n'a pas faites? Ah, il a bien mis en marche beaucoup de choses. Par exemple, de faire que l'Église ne soit pas simplement l'Église qui pense à la vie éternelle. La vie éternelle, oui, mais la vie éternelle commence maintenant ici. Nous sommes des pasteurs, mais des pasteurs pas seulement des âmes, des hommes, âme et corps. Et comme Paul VI nous a donné l'exemple, son encyclique sur le développement de tout l'homme et de tous les hommes, et comme il se bat pour montrer que sans la justice, nous n'aurons jamais une paix vraie et durable. Vous dites que les 2 tiers de l'humanité souffrent, sont écrasés par de mauvaises structures. Alors jusqu'où l'Église, jusqu'où un pape peuvent-ils aller? Ont-ils un rôle à jouer pour renverser cette proportion? Vous savez, nous avons surtout les rôles auprès des consciences. Et nous pouvons vraiment secouer la conscience. Parce que, imaginez, quand on regarde le monde, on arrive à découvrir qu'il y a un petit groupe de pays, riches et toujours plus riches, qui écrasent la presque totalité de l'humanité. Or, au moins d'origine et de nom, ces pays sont finalement des pays chrétiens. Et la partie chrétienne du tiers-monde, l'Amérique latine, a répété les mêmes injustices. Parce que nous avons chez nous un terrible colonialisme interne des riches de chez nous qui maintiennent la richesse en écrasant leurs concitoyens. Alors, il y a maintenant, et chaque jour davantage, un énorme effort. Et dans les pays industrialisés, et dans les pays sous-développés, je vous dis, l'Église fait un effort pour éveiller la conscience. Nous avons même créé un terrible néologisme. Nous devons demander permission à l'Académie française. Nous avons créé le néologisme conscientisation. C'est d'éveiller la conscience. Pour commencer, pour faire bien comprendre que les problèmes sociaux numéro 1 n'est pas comme on avait pensé, l'affrontement entre Est et Ouest, mais entre le Nord et le Sud, c'est décalage toujours plus large. Et au-dedans de nos pays, excusez-moi. Il y a un autre colonialisme qui vous tient à cœur. Vous n'hésitez pas à traiter la curie romaine de super-église. Vous l'accusez en quelque sorte d'être un club privilégié où ceux qui sont en place imposent leurs lois aux autres. Voilà comment aussi Paul VI nous a aidés. Surtout aidant la création des conférences des évêques. Je me rappelle celle du Brésil, comme il est vraiment le fondateur, il était là pour soutenir la création des conférences des évêques à niveau national, à niveau continental. Oui, mais est-ce que ce club de privilégiés existe vraiment à Rome? Non, vous savez, il y a toujours, parce qu'à un moment donné, il fallait une certaine centralisation. Aujourd'hui, nous arrivons tous à comprendre, le Vatican II était là pour nous aider, quand les évêques du monde entier, nous étions ensemble. Alors, les dialogues entre nous, c'est tellement important, parce que si d'un côté quelconque du monde, même si ce coin du monde s'appelle Rome, on va examiner tous les problèmes de l'humanité, ça reste impossible. Alors, il faut faire confiance dans ce que nous appelons les églises particulières, ce qui ne dit aucunement qu'on arrive à oublier l'universalité. Nous continuons absolument ensemble avec les évêques du monde et avec Pierre. Mais, comme Paul VI aidait, encourageait les conférences des évêques, à niveau national, à niveau continental, alors ça aidait
à faire vraiment poser les grands problèmes de chaque région, de chaque pays. Est-ce que vous pensez que le nouveau pape va réussir à mettre fin à la prédominance de cette curie romaine? Vous savez, je pense que n'importe qui soit le pape, hein, italien, non italien, Pierre, Paul, André, qui soit-il, il doit faire face à quel problème? Selon moi, et je pense qu'il y a beaucoup qui pensent dans cette ligne, un des problèmes sera d'encourager davantage les dialogues entre les évêques du monde. Et alors, je pense que le nouveau pape sera surtout l'évêque de Rome et le président du synode des évêques. Mais pas simplement comme un organisme consultatif. Paul VI, c'est vrai, et bien que selon les textes, il s'agit d'un organisme consultatif, Paul VI a toujours regardé avec un énorme respect les synodes des évêques. Peut-être que son successeur aura la chance de vraiment transformer les synodes des évêques dans un organisme exécutif d'une vraie collégialité épiscopale. C'est-à-dire, exécutif avec Pierre, ensemble. Hein? Souhaitons-le. Merci, Don Helder. C'est à moi de vous remercier. Merci. Le reste de l'actualité maintenant avec Hervé Claude, quelques télégrammes de l'étranger d'abord. Oui, tout d'abord le Proche-Orient, suite de la tournée de Cyrus Vance. Après les entretiens du secrétaire d'État américain hier avec M. Begin à Jérusalem, il a rencontré il y a 2 heures le président Sadat à Alexandrie. Et pendant ce temps-là, sur le terrain, Beyrouth a connu une nouvelle nuit de violence. L'armée syrienne a continué de bombarder les quartiers chrétiens. Argentine, 200 personnes qui avaient, selon leur famille, disparu ont été retrouvées dans un état de santé plus ou moins bon. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi la police argentine. Démission ce matin à Stuttgart d'Hans Filbinger, le ministre-président du Bade-Württemberg. Cette démission intervient après les nouvelles révélations sur son passé de procureur nazi dans la Kriegsmarine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pionnier Vénus 2, départ reporté d'1 jour à cause d'un camion. Le lancement de la sonde n'a pu avoir lieu ce matin comme prévu car le camion qui transportait l'hélium utilisé pour refroidir les moteurs de la fusée Atlas Centaure, ce camion n'est pas arrivé à temps, tout simplement. Départ pour Vénus donc demain. Et puis le décès de Lily Brick, la compagne de l'écrivain russe Maïakovsky. Elle était aussi la sœur d'Elsa Triolet. Elle est morte à Moscou il y a 2 jours. Elle avait 87 ans. L'actualité en France maintenant. Tout d'abord, la suite des réactions de la mission de Robert Fabre. Publication d'un communiqué du bureau politique du Parti communiste. Un trait aussi dur que lapidaire. Robert Fabre a pour originalité d'être celui qui fait le premier et de façon spectaculaire ce que veut faire le Parti socialiste. Robert Fabre, qui a écrit à Michel Crépeau, le président du mouvement des radicaux de gauche, une sorte de billet d'excuse pour expliquer son absence de mercredi prochain à la réunion du bureau national des radicaux de gauche. L'ex-président ne se sent pas coupable d'avoir accepté cette mission et donc n'a pas à se justifier. Un sujet sur lequel reviendra sans doute Georges Marchais, invité par Jean-Pierre Elkabbach et Louis Berriot dans Question de temps, mercredi prochain à 21h30 sur Antenne 2. Face à lui, 4 journalistes, Jean Boissonnat, Roland Faure, Guy Claes et Noël Coppa. Sur l'agenda du Premier ministre, un voyage dans Lyon le 24 août prochain. Raymond Barre entend se rendre compte sur place des problèmes de coopération entre communes. Après cette invitation, le Premier ministre ira rendre une petite visite aux jeunes giscardiens du mouvement Autrement, qui organisent en ce moment leur université d'été à Beaucaire. Les salaires auraient brutalement augmenté durant le 2e trimestre. Les premiers sondages, en effet, effectués par l'INSEE font apparaître une hausse de 5,2% par rapport au trimestre précédent. Cette hausse, si elle se confirmait, pourrait remettre en cause le plan économique de M. Barre, dont l'une des lignes directrices, je vous le rappelle, c'est le simple maintien du pouvoir d'achat.
La France vue par, vous voyez le dessin de Gus, c'est le nouveau rendez-vous que vous donnera régulièrement dans ce journal la rédaction d'Antenne 2, un regard vers les mois à venir de ceux qui font l'actualité. Ce soir, François Sérac, le président du CNPF, il estime d'abord que le blocage des vacances sur juillet-août est une contrainte pour les Français et une nuisance pour les entreprises. C'est un point qui devrait être amélioré par les négociations en cours entre syndicats et patronat sur l'aménagement du temps de travail. Et puis François Sérac a rappelé que le patronat allait faire un effort important en faveur de l'emploi des jeunes. 80 délégués du patronat sont déjà au travail. Je vois une situation marquée de peu de changements. Néanmoins, dans cette période, il ne faut pas rester inactif. D'un côté, du côté des jeunes, nous avons déjà abordé le deuxième plan pour l'emploi des jeunes. Et nous avons actuellement, et nous aurons tout le mois d'août et tout le mois de septembre, au travail, 80 délégués pour l'emploi dans nos différents départements qui vont, comme l'année dernière, mettre en place, animer le rapprochement des demandes et des offres dans le domaine des jeunes. À partir de quand, à votre avis, la situation de l'emploi peut s'améliorer? À mon avis, sur le plan des jeunes, je pense que les efforts dont je viens de vous parler doivent produire des effets relativement rapides, c'est-à-dire dans les semaines, dans les mois qui viennent. S'agissant alors de la situation générale, je pense qu'elle peut bénéficier de certains efforts sur le plan général dans le cadre de ce que M. Barre a annoncé à Cholet, c'est-à-dire des efforts régionaux pour mobiliser des capacités industrielles et créer de l'emploi. Sur un plan plus général, le retour à une situation meilleure et fondamentalement meilleure de l'emploi dépend, à mon avis, de l'assainissement de notre situation économique. Je la vois normalement dans le premier semestre 1979. Tout semble actuellement réuni pour que l'investissement reparte, puisque les prix sont libérés, qu'il y a un nouveau système de drainage de l'épargne. Or, l'investissement ne repart pas. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui manque? C'est un point qui nous préoccupe beaucoup. Je pense que, dans une très large mesure, cette situation tient au fait que les entreprises n'ont pas reconstitué leurs fonds. Elles ont abordé l'année 77 dans des conditions très difficiles. Leur situation financière s'est aggravée en 77. Et je crois qu'il n'est pas du tout raisonnable de penser que cette situation a pu s'améliorer sensiblement dans le premier semestre 1978. Il n'en reste pas moins que le phénomène dont nous parlons est un phénomène assez courant dans l'Europe et que la même situation se retrouve grosso modo au Benelux et en Allemagne. J'ai l'impression qu'on commence à y voir un peu plus clair et que dans les mois qui viennent, normalement, l'investissement devrait repartir. C'est une nécessité absolue pour préserver notre avenir dans les années 80 et au-delà. À partir de quand pourra-t-on porter un jugement réel sur la libération des prix? Il faut encore attendre un peu. Les premières libérations datent du début de juin. Les dernières se feront fin août. Les décisions des entreprises ne sont pas immédiates. Il s'agit de rebâtir des politiques commerciales. Il y a très peu de décisions qui sont prises comme ça à chaud. Et enfin, le comportement des entreprises va peu à peu s'établir au vu des possibilités qu'offre cette nouvelle politique commerciale. Ce qui veut dire qu'à mon avis, on ne peut pas avoir un jugement sérieux sur l'évolution avant la fin de l'année 78 et plus probablement du courant du premier semestre 1979. On constate que certains secteurs, comme les chantiers navals, la sidérurgie et une partie du textile sont en crise. Qu'est-ce qui se passe dans le reste de l'économie française? Contrairement à ce qu'on a raconté, ni le textile, ni la chaussure, ni les industries de consommation, ni les industries d'équipement ne sont en France des industries condamnées. Il y a dans tous ces secteurs des entreprises qui sont des entreprises compétitives au niveau international, qui portent le renom de notre économie au-delà des mers, qui se défendent parfaitement bien sur le plan national. Je dis qu'à ce niveau-là, c'est un problème de choix des produits, de qualité des produits, de l'activité commerciale, de la valeur de la gestion.
C'est par conséquent un problème ouvert. Dans les mois qui viennent, s'agissant alors de la situation générale, je pense qu'elle peut bénéficier de certains efforts sur le plan général dans le cadre de ce que M. Barre a annoncé à Cholet, c'est-à-dire des efforts régionaux pour mobiliser des capacités industrielles et créer de l'emploi. Sur un plan plus général, le retour à une situation meilleure et fondamentalement meilleure de l'emploi dépend, à mon avis, de l'assainissement de notre situation économique. Je la vois normalement dans le premier semestre 1979. Tout semble actuellement réuni pour que l'investissement reparte, puisque les prix sont libérés, qu'il y a un nouveau système de drainage de l'épargne. Or, l'investissement ne repart pas. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui manque? C'est un point qui nous préoccupe beaucoup. Je pense que, dans une très large mesure, cette situation tient au fait que les entreprises n'ont pas reconstitué leurs fonds. Elles ont abordé l'année 77 dans des conditions très difficiles. Leur situation financière s'est aggravée en 77. Et je crois qu'il n'est pas du tout raisonnable de penser que cette situation a pu s'améliorer sensiblement dans le premier semestre 1978. Il n'en reste pas moins que le phénomène dont nous parlons est un phénomène assez courant dans l'Europe et que la même situation se retrouve grosso modo au Benelux et en Allemagne. J'ai l'impression qu'on commence à y voir un peu plus clair et que dans les mois qui viennent, normalement, l'investissement devrait repartir. C'est une nécessité absolue pour préserver notre avenir dans les années 80 et au-delà. À partir de quand pourra-t-on porter un jugement réel sur la libération des prix? Il faut encore attendre un peu. Les premières libérations datent du début de juin. Les dernières se feront fin août. Les décisions des entreprises ne sont pas immédiates. Il s'agit de rebâtir des politiques commerciales. Il y a très peu de décisions qui sont prises comme ça à chaud. Et enfin, le comportement des entreprises va peu à peu s'établir au vu des possibilités qu'offre cette nouvelle politique commerciale. Ce qui veut dire qu'à mon avis, on ne peut pas avoir un jugement sérieux sur l'évolution avant la fin de l'année 78 et plus probablement du courant du premier semestre 1979. On constate que certains secteurs, comme les chantiers navals, la sidérurgie et une partie du textile sont en crise. Qu'est-ce qui se passe dans le reste de l'économie française? Contrairement à ce qu'on a raconté, ni le textile, ni la chaussure, ni les industries de consommation, ni les industries d'équipement ne sont en France des industries condamnées. Il y a dans tous ces secteurs des entreprises qui sont des entreprises compétitives au niveau international, qui portent le renom de notre économie au-delà des mers, qui se défendent parfaitement bien sur le plan national. Je dis qu'à ce niveau-là, c'est un problème de choix des produits, de qualité des produits, de l'activité commerciale, de la valeur de la gestion. C'est par conséquent un problème ouvert. Vous allez bientôt reprendre vos négociations avec les syndicats. Lorsque vous pensez que ces contacts, qui sont pris depuis maintenant plus de 2 mois, donneront un caractère particulier à cette rentrée, qui ne sera moins agité socialement qu'on... Nous venons de faire un effort, les syndicats, et nous considérable, dans le 2e trimestre, puisque, au niveau des fédérations, 41 accords nationaux ont été conclus entre le 3 juin et la fin juillet. C'est, je dirais, presque un record absolu. Nous avons dès à présent des rendez-vous qui sont pris, soit au niveau des professions, soit au niveau du CNPF, dès le mois de septembre. Et dans notre esprit, il s'agit de poursuivre ces négociations. Nous avons, vous le savez, au niveau du CNPF, 2 grands thèmes. Le problème de l'emploi du temps de travail et le problème de notre régime d'assurance chômage, sur lequel nous travaillons ensemble, organisations syndicales, ouvrières et nous-mêmes. Ce sont des sujets difficiles et importants, mais nous en reprenons l'examen dès le début de septembre.
Dans l'actualité de ce lundi 7 août, il y a également la reprise des incendies en Corse, attisés par un vent violent. En Haute-Corse en particulier, une vingtaine de foyers se sont ranimés. L'alerte rouge a même été déclenchée. L'alerte rouge, c'est-à-dire la demande de renfort au continent en avion et en hommes. Il y avait déjà 400 combattants du feu dans l'île. Le mauvais temps partout en France aujourd'hui. Il y a même eu de la neige au-dessus de 1800 mètres dans les Pyrénées. Il a neigé pendant 2 heures ce matin sur la station de la Pierre-Saint-Martin et le thermomètre n'a pas dépassé les 8 degrés. Pour demain, la météo n'est guère optimiste. Persistance des pluies orageuses dans l'extrême sud-est. Ensuite, le temps frais et variable se généralisera sur tout le pays. Nuages abondants accompagnés d'averses, vent assez fort sur les côtes, Mistral et Tramontane. Avant de mettre un point final à ce journal, je vous rappelle la principale information de cette édition. Les obsèques du pape Paul VI auront lieu le samedi 12 août à Rome. Une messe solennelle sera célébrée à Notre-Dame de Paris mercredi prochain, messe célébrée par le cardinal François Marty en présence de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis évidemment dans les jours qui viennent dans le journal d'Antenne 2, toute la rédaction vous fera suivre ces obsèques ainsi que l'élection du successeur du pape Paul VI. Demain, la rédaction d'Antenne 2 vous donne rendez-vous à 18h30 pour une nouvelle édition de notre série Lettres à l'an 2000 avec le témoignage de Jean Guiton, l'un des amis intimes du pape Paul VI. C'est Hervé Claude qui vous présentera la dernière édition du journal ce soir vers 23h. Je vous souhaite une très belle soirée.